Cette énergie abondante a également permis d'augmenter le parc de logements et elle a permis de l'augmenter plus vite que la population. En 1900, allez, on va dire au moment des chocs pétroliers, le logement moyen en France faisait 77 mètres carrés, vous aviez un peu moins de 3 personnes dedans. Aujourd'hui, vous avez un peu plus de 2 personnes par logement, le logement lui-même étant devenu plus grand. Alors, évidemment, c'est l'énergie qui a permis de faire ça. Et donc l'énergie a permis notamment les divorces. Parce que pour divorcer, il faut avoir 2 logements là où vous n'en aviez qu'un. Sinon, ça ne s'appelle pas un divorce. Ça s'appelle des scènes de ménage, ce que vous voulez, mais ça ne s'appelle pas un divorce. Divorce, qui est une séparation physique, il faut avoir de quoi loger les gens. Et soit dit en passant, aujourd'hui, un des facteurs de pression à la hausse sur les besoins en logement en France, c'est les divorces. C'est probablement le premier facteur de pression à la hausse. Cette énergie abondante s'est également appliquée aux loisirs. Alors, les loisirs ont augmenté parce que, comme les machines produisent à notre place, ça nous libère du temps. Donc, ça nous libère du temps pour les études. À l'époque où il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas d'études longues. Ça nous libère du temps pour la retraite. À l'époque où il n'y avait pas d'énergie abondante, il n'y avait pas de retraite. Ça nous libère du temps pour les vacances. Ça nous libère du temps pour ne rien faire le week-end. Et ça nous libère du temps pour ne travailler que 35 heures par semaine. Tout ce temps libre que nous avons gagné, nous le devons à l'énergie abondante. Donc là aussi, retenez quelque chose qui va s'appliquer non seulement à vous, mais aux gens avec qui vous allez travailler et vivre pour le restant de vos jours. Dans un monde à l'énergie contrainte, ce n'est pas l'augmentation du temps libre bien géré, on va dire, qui va s'appliquer. Ce que vous voyez ici, c'est une des occupations du temps libre qui s'appelle le tourisme. Et alors, j'ai fait un petit calcul il y a quelques années. Je ne vais pas changer l'ordre de grandeur. Enfin, je veux dire, je n'ai pas refait le calcul, mais l'ordre de grandeur est toujours le même. Et ça vous donne les émissions de gaz à effet de serre, donc à nouveau la consommation d'énergie fossile, liées à la façon dont on passe ses vacances. Alors là-dedans, j'ai fait rentrer le déplacement initial, le fait d'aller sur le lieu de vacances, en train, en voiture, en avion. J'ai fait rentrer la fabrication éventuelle de l'objet dans lequel vous habitez pendant vos vacances, la tente, la caravane, la résidence secondaire. J'ai considéré que si on la faisait construire, je comptais quelque chose. Si c'était la vieille belle-mère qu'il faut se farcir, on comptait rien parce qu'elle avait déjà sa maison qui était construite depuis longtemps. Et puis, j'ai également pris en compte les déplacements locaux s'il y en a, etc. Si c'est les vacances au ski, j'ai pris en compte le chauffage de l'appartement, parce qu'en général, le ski, c'est compliqué quand il fait très chaud, il fait plutôt un peu froid. Et donc, les appartements sont chauffés, préférentiellement au fioul, etc. Donc, j'ai pris en compte tous ces trucs-là. Et ce que vous constatez, c'est que la forme de tourisme la plus moderne, celle-ci, je vais me balader 3 jours à l'hôtel en prenant l'avion, c'est également celle qui suppose la plus grande quantité d'énergie consommée pour s'offrir une semaine de vacances. Inversement, le premier, ça et ça, qui sont les formes de loisirs qui sont apparues quand les congés payés sont apparus, c'est-à-dire que les gens prenaient le vélo pour aller faire du camping ou ils prenaient le train pour aller faire du camping, c'est ça qu'ils ont fait au début, c'est les formes qui sont les plus sobres en énergie fossile, donc en énergie tout court, pour être exercées. Donc à nouveau, l'abondance énergétique a déformé nos modes de vie et on doit le fait de pouvoir bénéficier de cette offre de loisirs au fait que nous sommes sous perfusion énergétique tous autant que nous sommes. C'est pour ça que se développe actuellement en Suède, par exemple, depuis quelques années, parce que on en parle dans les médias depuis quelques semaines, mais en fait, quand vous regardez les statistiques, ça date d'il y a quelques années, un début de diminution de la quantité d'avions pris par les Suédois, qui est maintenant qualifiée par les médias de honte de prendre l'avion. Alors, c'est parce que les Scandinaves ont une sensibilité environnementale plutôt plus développée que le reste des Européens, ce qui peut s'expliquer par des raisons historiques et géographiques. On va retrouver ça sur le plan économique avec ce que ça coûte exprimé en heures de temps de travail de prendre l'avion. Je vous redis, le vrai prix des choses, c'est les heures de temps de travail. Et ce que vous constatez, c'est que le prix exprimé en heures de temps de travail pour prendre l'avion a été divisé par un facteur extrêmement important en l'espace de quelques décennies. C'est une autre façon de dire que l'énergie est devenue plus abondante, c'est-à-dire que c'est plus facile de s'en payer plein avec une heure de temps de travail.
Hein, c'est la même façon. L'énergie actionne également des machines industrielles, et les machines industrielles vont vous servir à fabriquer tous les objets qui vous entourent aujourd'hui. Donc les tables sur lesquelles vous êtes accoudés pour certains, les chaises sur lesquelles vous êtes assis tous, les vêtements que vous portez, les lunettes pour certains, les chaussures, etc. Tout ça, ça a été fabriqué par des machines industrielles. Alors l'énergie actionne les machines industrielles, c'est donc l'exosquelette qui permet de faire tout, y compris les ciseaux, les produits de beauté et les films de Netflix. Mais ça sert également comme matière première. Donc vous avez dans l'énergie une composante qu'on appelle parfois non énergétique. Alors vous me direz, le non énergétique dans l'énergie, c'est quand même un peu compliqué. En fait, quand vous voyez des usages non énergétiques de l'énergie, notamment du pétrole et du gaz, c'est que ça sert de matière première pour la chimie organique. Hein, toute la chimie organique est basée sur des dérivés du gaz et du pétrole. Alors là, il y a des Américains qui ont fait un petit test rigolo. Ils ont sorti d'une maison tous les produits qui contiennent des dérivés du pétrole. Ben, il ne reste rien. En fait, ils auraient également dû arracher les parquets parce qu'il y a du vernis sur les parquets, ils auraient dû arracher les rideaux, ils auraient dû arracher la tringle à rideaux, ils auraient dû enlever la peinture, enfin, ils auraient dû tout enlever, quoi. Donc le pétrole, aujourd'hui, ce n'est pas seulement quelque chose qui actionne une machine, c'est également la base de la chimie organique pour fabriquer la totalité des produits qui nous entourent, parce que vous n'avez à peu de choses près pas un produit qui vous entoure dans lequel vous n'ayez pas des dérivés du pétrole. Ces objets qui nous entourent, il faut les fabriquer. Derrière, certains d'entre eux vont également utiliser de l'énergie. Ici, vous avez par exemple l'évolution du taux en équipement électroménager. Alors, je n'ai pas trouvé de série plus récente. Il faudrait que j'y aille. Le taux d'équipement a considérablement augmenté partout. Mais vous avez aujourd'hui pas un ménage dans lequel vous n'ayez pas un frigo, un lave-linge, etc. Donc, vous avez tout un tas de trucs qui utilisent de l'énergie. Donc, l'industrie fabrique des objets et ça demande de l'énergie, et derrière ces objets, certains d'entre eux, on va les utiliser jusqu'à la tondeuse à gazon, etc., et ça va également utiliser de l'énergie, et vous voyez que les taux d'équipement augmentent, en gros, partout et tout le temps. Je vous l'ai déjà dit, je le redis, divorcer, c'est énergivore. Parce que quand on divorce, il faut doubler les logements, du coup, vous doublez la consommation énergétique des logements si les deux logements enfin, plus exactement, vous l'augmentez à proportion de la nouvelle surface occupée. Vous avez besoin de fabriquer plus de logements, ça utilise de l'énergie. Vous avez besoin de meubler 2 fois plus de logements. Alors, il y a des trucs que vous ne doublez pas vraiment, mais il y a des trucs que vous doublez. Par exemple, vous avez 2 fois plus de lits. Chacun dort dans un lit. Vous avez 2 fois plus de lavabos, 2 fois plus de plaques de cuisson, 2 fois plus, etc. Donc tout ça, il faut le fabriquer. Quand il y a des enfants, pas toujours le cas, mais quand il y a des enfants, il faut ensuite les amener d'un foyer à l'autre. Ça demande des déplacements supplémentaires, parfois assez longs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de choses qui aujourd'hui sont considérées comme normales, donc je dis encore une fois, la retraite, les études, etc., c'est l'énergie. Quand Mitterrand, en 1981, a dit « tout le monde doit aller à l'université », ce qui était la promesse implicite derrière de « tout le monde aura un emploi de bureau », c'était une autre façon de dire « je vous promets la société de l'énergie abondante infinie », puisque je vous ai montré tout à l'heure que tout le monde dans un bureau, c'est une société extrêmement énergivore. Donc à l'époque où Mitterrand a dit il faut que tout le monde aille à l'université, en fait, il a fait la promesse implicite qu'on allait pouvoir vivre dans un monde de machines pour l'éternité. C'est ça la promesse implicite qu'il a faite. Donc vous voyez que l'énergie, ce n'est pas du tout détachable de tout un tas de trucs, même et y compris de la façon dont on envisage l'accès à la compétence. L'hôpital, c'est très énergivore également. En France, l'hôpital, c'est à peu près 5% de l'empreinte carbone du pays. Donc, comme l'a dit un humoriste célèbre, si c'est les vieux qui utilisent le plus de services de santé, il y a qu'à supprimer la dernière année de vie. En attendant, ça pose quand même la question de savoir combien de temps, dans un monde à l'énergie contrainte, on pourra continuer à arbitrer en faveur des gens qui demandent un appareillage très lourd alors qu'ils sont déjà très vieux, et du coup en défaveur de tous les autres, y compris les jeunes. Voilà, donc l'énergie est partout.